Bonjour à tous, merci de votre présence. Cette année, on a une chance particulière, c'est d'accueillir Raoul, qui est, à mon avis, une des personnes les plus en pointe sur ce qui va concerner l'Open API et l'Open Banking plus particulièrement, puisqu'il appartient à une société qui s'appelle LuxHub, dont il va présenter le fonctionnement dans quelques minutes. En guise d'introduction, je voulais me resituer il y a quelques années en arrière. Là, on va parler d'open banking majoritairement. On a des tas d'acronymes, PSD2, DSP2 en français, NIS2, DORA. Donc, je voulais me resituer quelques années en arrière, quand on a créé le grand mouvement SEPA avec les paiements européens. On a une petite start-up, une petite fintech en Allemagne qui s'appelait Sofort, et qui a découvert un truc génial, c'est qu'avec du screen scrapping, avec quelques outils un petit peu malins, ils pouvaient faire des initiations de paiement. Et donc à l'époque, ça a beaucoup gêné les banques qui se sont dit on n'est plus dans le paiement et on a des petites startups, des fintechs qui vont nous prendre notre place, qui vont prendre en fait l'interconnexion entre le client final et la banque. Et ça nous déplaît. Et donc ils se sont tournés vers le régulateur en disant il va falloir mettre un peu d'ordre dans tout ça. C'est ce qui a créé en fait la DSP2 grosso modo. La DSP2, on l'a présentée comme étant un système qui permettait de créer une grande dynamique de la finance en Europe. Ça a avant tout été des règles de sécurité pour éviter que n'importe quelle start-up ou fintech dans un coin du monde puisse récupérer des données. À l'époque, les données elles étaient récupérées avec du screen scrapping, c'est-à-dire qu'on avait des outils qui se mettaient à la place de l'utilisateur et qui se baladaient sur les sites web, qui prenaient les données, qui les stockaient on ne savait pas trop où, et avec des risques donc potentiels qui étaient énormes. Et donc la DSP2 a été avant tout un outil pour réguler tout ça. C'est-à-dire qu'on a dit, OK, on va ouvrir le système d'information bancaire sous forme d'API, comme l'a dit Olivier dans la keynote d'ouverture, mais surtout on va demander à ceux qui consomment d'avoir le même niveau en termes d'exigence de sécurité que les banques. Donc autant vous dire que ça n'a pas forcément été quelque chose de très dynamique en termes d'innovation, ça a plutôt freiné l'innovation. Mais ça a apporté beaucoup de sécurité et donc de confiance. Et quelque part, on va y revenir par la suite, parce que c'est cette confiance en fait qui a permis et qui va permettre aujourd'hui de créer un véritable écosystème d'open banking. Donc on va resituer très rapidement. L'open banking, c'est l'open API pour la banque. L'open API, c'est pas de l'open data. On vous a dit des bêtises. On n'ouvre pas la banque avec les API. On la ferme. On la régule. On met des autoroutes avec un véritable code de la route. Alors qu'avant, c'était plutôt des chemins vicinaux où les gens faisaient un petit peu n'importe quoi. Donc, on met en place aujourd'hui, grâce aux fondements de la DSP2, qui ont été des fondements qui ont apporté de la sécurité, on va enfin mettre en place de l'open banking, de l'open finance, en ouvrant l'ensemble du système d'information à travers des bonnes bases. Donc j'ai aujourd'hui la chance, donc Emmanuel Métivier, moi je suis donc chez Axway, donc qui est le principal fournisseur de toutes les solutions d'ouverture, d'open API. On est un éditeur français, mais on intervient partout dans le monde. Et on a la chance d'avoir donc Raoul, qui est donc de la société LuxHub. Tu veux nous en dire deux mots, parce que sinon je vais parler toute la conférence, ça va pas être bon. Merci beaucoup Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je m'appelle Raoul, je viens de LuxHub, une société luxembourgeoise, une fintech luxembourgeoise qui a été créée en 2018 par 4 banques de la place. Donc comme Emmanuel a dit, il y a la réglementation des accès aux données clients auprès des banques qui est apparue. Et pour les banques, c'était un grand défi, des besoins technologiques à implémenter, une réglementation assez compliquée à mettre en place. Donc au Luxembourg, on a eu 4 banques qui sont associées, qui ont créé la société LuxHub pour développer une plateforme mutualisée qui permet d'accéder aux API Open Banking de manière sécurisée. Uniquement donc les données, elles ne sont accessibles à des parties tierces, à des TPP, que sur le consentement avec authentification forte de l'utilisateur, du détenteur des données. Donc LuxHub a été fondé dans ce contexte-là et on a étendu notre marché de nos 4 actionnaires à une cinquantaine de banques à travers toute l'Europe. Donc aujourd'hui, ce samedi 15 juin, on va célébrer les 5 ans de la mise en production des premières API TSP2 en production, qu'on va faire un peu le tour de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'a pas bien marché et quels sont les éléments qui vont arriver dans le futur.
Je crois que c'est le plus important, c'est effectivement ce retour d'expérience. On a 5 ans de retour d'expérience aujourd'hui, 5-6 ans de retour d'expérience, on va dire. C'était en septembre 2019, je crois, hein, l'obligation d'ouvrir sous format DSP2. Il y a eu beaucoup de critiques. Depuis 6 ans, on a l'impression que il n'y a pas eu d'innovation, hein, dans le monde bancaire, hein, et on met souvent, en tout cas les fintechs disent souvent, bah oui, mais c'est de la faute de la DSP2. La DSP2, grosso modo, ça a apporté des contraintes pour les utilisateurs finaux, parce que si vous utilisez des outils qui sont basés sur l'Open API DSP2, vous avez vu qu'il y a tout un processus d'authentification qui est un petit peu lourd, hein, qu'on n'avait pas avant. La DSP2, ça offre grosso modo une vision très partielle des actifs bancaires, puisque c'est réservé aux comptes de paiement. C'est-à-dire que grosso modo, on voit que même pas 10% ou 15% des actifs financiers. Qu'est-ce qu'on a comme reproche sur la DSP2 en tête? Il y a les API, grosso modo, si je suis un acteur européen, j'ai au moins 2 standards à respecter, puisque comme ça a été interprété en réglementation nationale, il y a d'un côté la STET en France qui a imposé un standard, et puis le Berlin Group dans le reste de l'Europe, on va le dire pour faire simple. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme reproche? Des API qui, comme le disait Olivier en introduction, marchent pas forcément très bien, c'est-à-dire n'ont pas les mêmes performances. On n'a pas les mêmes performances quand on utilise les API ou quand on utilise le site web de la banque. Donc ça, c'était quelque chose qui n'était pas forcément bien accepté. Et comme dernier reproche, qu'est-ce qu'on peut avoir? Le support. Quand ça ne fonctionne pas, on ne sait pas trop comment ça marche, on ne sait pas à qui s'adresser. Donc ça, c'est un petit peu ce que j'entends. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Est-ce que c'est ça la réalité? Ouais, effectivement, donc nous en tant que Luxap, on est pas seulement fournisseur de plateformes pour les banques, pour les ASPSP, comme on les appelle dans la nomenclature d'SP2, mais également on a acquis une licence de TPP. Donc on peut consommer les API des différentes banques à travers l'Europe. Donc il y a 5 000 à 6 000 banques à peu près. Et on essaye d'intégrer les différentes API. Bon, on se heurte déjà sur le premier obstacle. Si on trouve une banque, on veut intégrer les API. Elle est où? Le portail des développeurs. Certaines banques en ont plusieurs. Certaines, c'est un zip à télécharger. Donc la documentation, c'est le premier problème. De temps en temps, si on a plusieurs API et portails avec des documentations multiples, on implémente une et on se rend compte que c'est pas l'API qui est vraiment en production, il fallait prendre l'autre. On se contacte le support des banques, pas toujours la meilleure réactivité. Bon, certains sont exemplaires, mais on a des deux côtés. Et finalement, une fois qu'on arrive à intégrer les API, on voudrait bien les tester. Les ASPSP, donc les institutions financières, ont l'obligation, les banques et les IMI ont l'obligation de mettre à disposition un environnement de sandbox, un testing facility pour permettre aux consommateurs des API de tester leurs API, donc un élément très important. Malheureusement, là, à nouveau, ces testing facility ne fonctionnent pas toujours ou ne sont pas toujours très représentatives. Donc, les données, c'est un autre problème. Si on a réussi à intégrer des API, on essaye de les utiliser en production et on se rend compte que pas toutes les données qui sont susceptibles d'être là sont effectivement retournées aux consommateurs. On parle par exemple, prenons juste un exemple, on a des transactions sur votre compte. Dans votre web banking, vous voyez une transaction, vous envoyez, disons, 100 euros, vous, en tant que M. Schmitt, vous faites un virement de 100 euros à M. Dupont. Bon, sur une API, vous voudriez bien avoir ces données de manière structurée, c'est-à-dire un débiteur, M. Schmitt, et un créditeur, M. Dupont, avec le montant. Ce n'est pas toujours le cas. D'une part, vous allez, avec toute transaction financière, vous avez une communication, et vous allez plutôt que d'avoir un créditeur structuré, vous allez dans la communication simplement avoir le message virement en faveur de M. Dupont. Bon, difficile de récupérer le nom du bénéficiaire. Le nom du détenteur du compte faisait également l'objet d'une clarification de l'EBA. L'EBA, c'est l'organisme des banquiers européens. Qui clarifiait qu'effectivement le nom du détenteur du compte doit être retenu au niveau de l'API. Quelque chose qui était très dur à mettre en place. Donc là, d'un point de vue données en production, c'est également très difficile. Finalement, si on va plus loin sur les retours d'expérience, pour les utilisateurs, on a les problèmes. Donc j'ai mentionné au début le fait que chaque utilisateur doit donner son consentement avec une authentification forte pour accéder aux données. La difficulté, c'est que cette authentification forte, elle se fait par
majoritairement par une approche de redirection, ce qui est en général très bien. Malheureusement, cette redirection ne fonctionne pas toujours. On voit par exemple des groupes bancaires internationaux où on peut faire l'authentification forte avec l'application mobile installée. C'est génial puisque les deux facteurs, le premier c'est l'application mobile qui est installée, sur laquelle vous êtes déjà pré-authentifié. Et le deuxième facteur, c'est juste votre empreinte digitale, qui est du coup la seule action nécessaire de l'utilisateur pour effectivement soit valider un paiement ou autoriser l'accès au compte. Sauf que, ce qu'on voit, de temps en temps, les applications ne s'ouvrent pas, vous êtes redirigé sur la mauvaise page web, ou dans le cas d'une banque multinationale, l'application du mauvais pays s'ouvre si jamais vous êtes client dans deux pays, ce qu'on voit souvent en Luxembourg, qui est pourtant un pays assez petit avec beaucoup de frontaliers ou d'expats qui ont des comptes dans différents pays. Donc voilà, il y a encore du travail, et il y a des potentiels d'amélioration. On a entendu à la keynote du début, on a franchi la pente de la désillusion pour se rapprocher du plateau de productivité. On devrait approcher le plateau de productivité. Alors justement, donc on est en phase sur le constat. En quoi un hub comme LuxHub peut pallier ou apporter de la valeur, en fait, au sens large des choses, dans ce contexte de l'open banking, de l'open API? Comme tu l'as mentionné, tout d'abord, il y a plusieurs standards en Europe, d'une part 7 en France et Berlin Group ailleurs. LuxHub est membre des différentes associations pour justement suivre au jour le jour les différentes évolutions. Donc on a des équipes spécifiques qui s'occupent de suivre les standards API pour pouvoir fournir des conseils, des guidages aux banques. On a également ce qu'on voit, beaucoup de banques sont, en tout cas ce qu'on voit à Luxembourg et partout en Europe, des petites banques qui ont des difficultés, qui n'ont pas d'équipe IT très grande et donc qui sont juste submergées par cette complexité du sujet. Donc un hub qui apporte la connaissance sur les API, sur le volet technologique, peut guider les banques sur l'implémentation, mais également sur les aspects réglementaires et les accompagnements dans la démarche avec les autorités nationales. Ça d'une part, et d'autre part, bien entendu, si on a un hub, un software as a service, on travaille sur la mutualisation du développement. On a parlé déjà de l'SCA de l'utilisateur final. Alors SCA, tu précises? SCA, c'est Strong Customer Authentication, donc l'authentification forte de l'utilisateur final, qui peut se faire avec un moyen de redirection. Donc c'est-à-dire, on est chez le TPP, donc une application de TPP, et puis vous êtes, en tant qu'utilisateur, mené vers soit une application de la banque pour vous authentifier ou vers le fournisseur d'identité de la banque. Juste cette redirection, on peut guider comment implémenter le protocole de la redirection. Mais un autre aspect, c'est l'authentification des TPP. Donc j'ai mentionné que LuxHub a une licence qui est nécessaire pour pouvoir accéder aux API Open Banking. Chaque banque doit s'assurer à ce que chaque entité réglementée en Europe puisse sans obstacle accéder à ces API. Et donc ça c'est basé sur ce qu'on appelle eIDAS, un framework européen sur l'identité électronique des entités. Donc il faut également implémenter cette authentification structurée des entités. Donc là, un hub déjà peut fournir les solutions pour faire cette authentification. Finalement, bien entendu, la plateforme qui gère tous les flux et donc des testing facilities, donc des sandbox qui fonctionnent. Ok, ben merci. On peut passer dans le concret avec quelques retours d'expérience avec des clients. Donc moi j'ai en tête le plus gros fournisseur aujourd'hui en termes d'API consommés sur la DSP2, donc sur l'open banking en Europe. C'est le groupe BPCE, donc qui utilise les gateways, donc ces passerelles de chez Axway pour pour ouvrir son système d'information à des TPP ou à des fintech. Ce que je trouve intéressant dans cette démarche, c'est leur vision, c'est-à-dire que, comme le disait un autre Emmanuel, qui est beaucoup plus célèbre que moi, les banques ont dépensé un fric de dingue, ou un fric fou, je ne me rappelle plus comment ils avaient dit, pour faire cette réglementation des SP2. Ça ne leur rapporte rien, sauf que ça met en place une certaine sécurité de l'environnement. Et il y a certains
grands groupes qui se sont dit aujourd'hui, on a dépensé, comment on peut trouver un ROI sur cette dépense de l'APIisation, et donc ils se tournent vers la vision de banque as a service, de banque as a plateforme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu, nous, concrètement, chez certains de nos grands clients, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser ces API comme un nouveau canal de distribution, et puis ils ne vont pas aller que là, ça c'est la partie banque as a service, et moi aller encore beaucoup plus loin. Ils vont se dire, on a mis en place les infrastructures, dont tu parlais des SCA d'authentification, on a mis en place des infrastructures qui permettent d'enrôler les nouveaux consommateurs, on a mis en place toute l'infrastructure de sécurité au sens large. Pourquoi ne pas en faire bénéficier d'autres participants de l'écosystème, et notamment des fintechs qui veulent pousser leurs produits? Et donc ils se retrouvent un petit peu comme Apple avec son Apple Store à vendre des services qui ne sont pas les leurs dans leur marketplace. Donc cette vision de marketplace, c'est quelque chose qui aujourd'hui, on voit en termes de retour d'expérience chez certains de nos grands clients. Donc on parlait du groupe BPCE, je pourrais aussi parler donc un petit peu plus à l'est de Commerzbank, hein, qui a vraiment cette vision. Au début, ils ont fait des API pour eux. Ensuite, ils ont fait des API DSP2 parce qu'on leur a tordu le bras. Et puis ils se sont rendus compte que là, une fois qu'ils avaient mis en place ces API, ils pouvaient vendre leurs services à travers les API, ils pouvaient vendre les services des autres. Et ils ont une vraie vision de banque as a service, banque as a plateforme. Est-ce que toi, tu as comme ça des retours d'expérience sur des clients qui peuvent être intéressants une fois qu'ils ont mis en place justement toute l'ouverture de leur système d'information sous forme d'API? Oui, donc effectivement, bon, on a tout d'abord des exemples un peu de l'application un peu plus directe de la DSP2. C'est tout simplement l'agrégation de comptes. Ce qu'on voit maintenant, c'est qu'une grande majorité des banques retail proposent à leurs clients dans leur web banking, pas seulement la vue des comptes auprès de la banque en question, mais également la possibilité de voir ces comptes d'autres banques. J'en parle de l'exemple Luxembourg, donc on voit des comptes des banques au Luxembourg, mais également de France, de Belgique, de l'Allemagne notamment. Donc ça, c'est une application très directe. Finalement, c'est un aspect de marketing pour la banque qui veut offrir des services additionnels pour convaincre ses clients à rester chez elle. Cette même application, elle peut bien entendu également très utile dans des outils tels que des ERP où vous devez faire des réconciliations de comptes qui peut vous épargner de l'argent en tant que société si vous ne devez pas faire une réconciliation manuelle ou sur un autre canal. Donc vous pouvez avoir la réconciliation des comptes ou même l'initiation de paiement directement dans votre logiciel d'ERP ou de gestion de ressources. Mais pas seulement s'arrêter là, on a également eu l'exemple d'un client qui s'est basé sur des remboursements basés sur des chèques. Ce client avait en fait un besoin qu'il devrait rembourser des clients qui venaient dans ses guichets. Il fallait les rembourser directement sur place avec des chèques. C'était d'une part cher pour le client, puisque les chèques étaient assez chers. Et c'était également cher pour la banque qui offrait le service de chèque, puisque c'était le dernier client qui était encore dessus, et il fallait maintenir tous ces aspects-là. Donc, dans ce contexte-là, le client a migré cette solution de chèque papier vers des paiements instant. C'est-à-dire le client, maintenant, il vient le client de notre client vient au guichet, et le remboursement se fait avec un paiement instantané pendant qu'il est sur le guichet via API. Via API multibancaire, c'est-à-dire notre client, il a des comptes auprès de plusieurs banques pour pouvoir faire des transferts intra-banque. Donc d'une part, ça réduit les frais interbanques, des frais de transfert, et l'approche de se baser sur les API permet justement d'avoir un flux très embedded. Le client, il vient au guichet et il voit la notification que l'argent est arrivé sur son compte. Finalement, encore un autre exemple d'application de la DSP2 un peu moins directe, c'est un client qui s'est dit, bon, on a les API Berlin Group qui sont quand même très génériques, qui s'appliquent aussi bien à d'autres cas. On a déjà une intégration et ce client a dû faire une intégration d'un partenaire. Donc, ce qu'on a mis en place avec ce client, c'est que le partenaire, lui, n'était pas un TPP, donc c'était hors contexte réglementaire DSP2. Et pour ce client spécifique, on a donc repris les mêmes API DSP2 qui étaient déjà intégrés chez la banque, et on a connecté directement le partenaire sur ces API avec une différente authentification, bien entendu qui nécessitait des contrats spécifiques. Mais donc là, c'est l'intégration des partenaires qui devient du coup pour une banque
beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher d'un point de vue d'implémentation. Ça, c'est intéressant. Avant de passer au sujet suivant, qui sera assez connexe aux API, qui consiste à traiter du sujet de l'identité digitale, je pense que ce qui est assez intéressant en termes de retour d'expérience, c'est de voir que quand les grandes banques ont mis en place la DSP2 un petit peu contraint et forcé, en général, ils ont mis en place des outils qu'on appelle les outils d'API Management, qui offrent un catalogue des API, en théorie, pour les développeurs, pour que les développeurs ils puissent aller chercher une API, la trouver, la consommer. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est de deux choses qu'on n'avait pas vu venir. C'est déjà, quand ces outils ont permis de faire un inventaire. Donc ils ont commencé un petit peu, comme les travaux d'Hercule, à nettoyer les écuries d'Ogias. Ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait des API un petit peu partout dans leur système d'information. Et que le simple fait de mettre en place ces catalogues lors de la DSP2 leur a permis de voir que leur système d'information, c'était un vrai gruyère qui était ouvert avec plein d'API, qui n'étaient pas du tout des API maîtrisés. Et donc, ils ont commencé à mettre en place des politiques, des guidelines pour sécuriser ces API internes dont ils avaient enfin la vision. Donc, cette directive des SP2 de l'open banking a permis de faire du nettoyage en interne. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Puis, la deuxième chose, c'est qu'on pensait que la DSP2, ça servait à un écosystème externe. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, les clients qu'on rencontre utilisent majoritairement l'Open API, qui n'est pas open du tout, puisqu'elle reste en interne. Quelques grands groupes. Alors, c'est plutôt vrai sur les groupes coopératifs. Les groupes coopératifs, ils ont une structure donc, coopérative avec un principe de subsidiarité qui fait que chaque membre de la coopérative, si je prends le groupe BPCE, c'est les caisses d'épargne et les banques populaires. Si on prend le Crédit Agricole, c'est les caisses régionales, voire des filiales comme LCL. Qui ne fait pas partie de la coopérative, enfin bon, on peut dire que c'est une autre filiale à côté. Chacune de ces filiales a la possibilité de faire de l'innovation pour leurs clients. Et donc, ils utilisent ce principe d'open banking, ce principe d'API, pour accéder aux informations qui sont dans le core banking system et proposer de l'innovation ou des des produits qui vont coller peut-être à un territoire spécifique. Je pense aux frontaliers notamment, tu dois les avoir côté Luxembourg, qui ont vraiment des spécificités à traiter. Et donc, les caisses d'épargne ou les caisses régionales du Crédit Agricole qui sont du côté des Vosges, du côté du Jura, du côté, après en Suisse et la Savoie, offrent des outils spécifiques qui sont plugués au système d'information central du Crédit Agricole sans passer du tout par les développements centralisés qui doivent être mutualisés pour les 39 caisses régionales par exemple. Et là, en l'occurrence, ça n'aurait pas de sens économique. Donc, il y a véritablement si la DSP2 n'a pas ouvert d'innovation à l'extérieur, enfin à mon avis, ça a quand même permis aux banques de rester assez innovantes déjà en interne. Alors après, derrière, sur le deuxième sujet que je voulais traiter avec toi, c'est le sujet de l'identité digitale. C'est un sujet qui, à mon avis, est sous-estimé, qui est très connexe aux API, parce que les API, pour être consommés, il faut identifier qui va consommer le service. Donc on va identifier le consommateur, le développeur de l'application qui va utiliser l'API. Donc on a un sujet d'identité digitale à ce niveau-là. Et puis après, derrière, le client final qui va utiliser par exemple l'application qui a été développée pour faire de l'agrégation de comptes, il faut bien qu'il s'identifie. Donc on a le processus de SCA qui est aujourd'hui une tannée, parce qu'il faut parler sérieusement. Ce système d'authentification forte avec des redirections entre des applications du téléphone mobile, des sites web, ça marche une fois sur 3. Donc, on a un vrai sujet d'identité digitale. Comment, toi, tu vois les choses? Est-ce que ça va évoluer dans le bon sens, on va dire, ou est-ce que déjà, vous avez des réponses sur ces sujets? Sur ce niveau-là, on a effectivement, c'est l'aspect de testing, c'est-à-dire il faut que les banques s'investissent sur le parcours utilisateur pour s'assurer à ce que les flux d'authentification fonctionnent correctement. Donc on a d'une part cette authentification forte de l'utilisateur qui donc soit basée sur de la redirection, idéalement basée sur de la redirection, qui apporte donc une confiance. On sait absolument qui accède, on a la garantie que celui qui accède aux données, il a été fortement authentifié et que l'accès aux données est vraiment que possible sur un consentement de l'utilisateur, du propriétaire des données. Au niveau de la DSP2, on a par contre un deuxième aspect d'identification digitale,
ce n'est pas celui du consommateur final, mais justement du TPP. C'est le TPP, le consommateur d'API. Et donc là, juste pour faire la comparaison avec un autre domaine, dans lequel on a également des expertises, c'est notamment dans le contexte de données banques dépositaires. Donc les banques dépositaires, elles ne sont pas encore couvertes par la DSP2, mais il ne s'agit pas de compte paiement. Les accès ne se font pas habituellement pas par API, mais encore par fichier SFTP. Donc là, on a deux problèmes. D'une part, chaque banque a un format complètement différent. Et d'autre part, chaque authentification auprès d'une banque nécessite des allers-retours papier, signature manuelle, avec des tas de papiers et des courriers incroyables. Donc ça, c'est un aspect qui est incroyablement plus facile au niveau de l'accès aux API DSP2. En tant que TPP avec un agrément, quelqu'un qui expose une API, qui implémente l'authentification du TPP basé sur EIDAS, il peut s'assurer de l'identité du consommateur de l'API sans devoir faire des processus et sans devoir exécuter des processus supplémentaires à part du processus EIDAS, complètement automatisable. Et il peut s'assurer que le KYC de cette entité a été fait notamment par l'autorité nationale. Donc on a cette intégration d'API qui est bien mieux gérée qu'avant, enfin bien mieux gérée que dans un contexte sans ces agréments. Donc on a ces deux aspects-là qui peuvent s'appliquer, qui s'appliquent actuellement sur la DSP2, mais qui pourraient très bien s'appliquer à bien d'autres domaines parlant de données de santé. La même, ce sont des données confidentielles, ce sont des données de santé pour ne citer qu'un exemple, ce sont des données confidentielles, donc on ne veut pas que n'importe quelle entreprise y accède. Il faut que les entreprises pourraient avoir un agrément. Et on s'assure également que les données ne sortent que du détenteur de données, que si l'utilisateur final, enfin celui qui possède les données, qui génère les données, donne son consentement basé sur une authentification forte. Donc ces deux principes d'authentification digitale permettent effectivement s'appliquent très bien sur bien d'autres domaines. J'ai juste cité le domaine de la santé pour maintenant aller voir un peu plus dans l'évolution des API DSP2, puisque on verra la DSP3 et Open Finance avec une gamme plus large. Alors avant de donner quelques informations concernant effectivement ces évolutions réglementaires, parce que vous êtes en train de regarder les slides, vous dites c'est bien, ils n'ont pas parlé de NIS2, ils n'ont pas parlé de FIDA, ils n'ont pas parlé de PSR. C'est vrai que c'est des évolutions qui vont venir, il nous reste une dizaine de minutes. SPAA, t'expliques ? Oui, exactement. On va prendre tous les termes comme ça, tous les acronymes, et puis on va vous les débugger un petit peu, comme ça vous serez au fait de ce qui va se passer pour les banques, et pas que, parce que quand on parle de FIDA, ça va toucher beaucoup de monde, puis ça va toucher aussi les assurances, et puis NIS2, ça touche tout le monde, donc on va en parler. Effectivement, donc un des aspects que Emmanuel a mentionné, c'est qu'actuellement les API DSP2 ne peuvent pas être monétisées. Une première étape, c'est SPA, c'est donc un scheme mis en place par le PC. Alors c'est quoi un scheme ? Un scheme, je suis là pour expliquer tout. En fait, donc dans ce contexte-là, c'est des accès à des API qui sont réglementés par des contrats. Et donc le scheme, lui, fournit tous les contrats, toutes les modalités de rémunération. Donc ce n'est pas chaque entreprise qui doit redéfinir ses standards d'API, qui doit redéfinir tous ses contrats, qui doit redéfinir tous ces tableaux de rémunération. Le scheme, il fournit tous ces éléments-là, qui donc fournit un ensemble qui permet d'une manière facilitée d'intégrer les API pour qu'on puisse uniquement, pour celui qui veut consommer les API, peut se baser sur des contrats standards. C'est dans quel contexte les rémunérations vont se situer pour qu'ils puissent accéder aux données. Donc SPA, c'est SEPA Account Access, qui justement permet d'accéder à des données supplémentaires qui vont au-delà de la DSP2.
Par contre, là, ici, on a donc encore une limitation. Les banques ne sont pas obligées de participer. C'est donc un opt-in volontaire des institutions, enfin des banques, de participer dans ces schemes. Mais pour aller plus loin, on a donc, je peux directement citer FIDA. FIDA, c'est Financial Information Data Access. Donc, on prend maintenant la DSP2 et on le rend beaucoup plus large. On ne se limite pas seulement sur les comptes de paiement, mais on va également sur les comptes d'épargne, sur les crédits. On considère les crypto-assets, on considère les assurances, on considère les IFM. Donc on prend ce qu'on a développé dans le contexte de la DSP2 et on l'étend sur tout un marché financier avec deux choses différentes. D'une part, contrairement à la DSP2, l'accès ne sera plus gratuit, mais les consommateurs d'API doivent payer un certain montant. D'où la notion de scheme que l'on va voir, et c'est pour ça que je voulais insister, parce que cette notion de scheme, on va vraiment le voir dans FIDA, puisque derrière, il va non seulement y avoir, un petit peu comme les RTS pour la DSP2, donc ces réglementations techniques qui vont imposer une sorte de grammaire commune, mais en plus, toute la partie rémunération potentielle va être prénégociée par ces schemes auxquels les banques vont pouvoir adhérer ou pas. Exactement. Bon, FIDA sera... Alors FIDA, c'est pas tout de suite. FIDA, ça devrait arrêter 2027. En 2025 pour une mise en œuvre en 2027, c'est ça? Exactement. À peu près. Donc on va commencer par la fin. Donc le plus tard pour vous, ce sera FIDA, mais ça va toucher beaucoup d'entre vous. Quelque chose de peut-être un petit peu plus proche, ça va être DSP3 PSR, le couple... Exactement, oui, tout à fait. Donc actuellement, on parle de la DSP2. L'évolution qu'on s'attend, c'est DSP3, mais avec la DSP3, il y a également la PSR, la Payment Service Regulation, qui arrive. Et c'est la Payment Service Regulation qui englobe les aspects plus liés aux API, les évolutions API. Donc tout au début, on a parlé des obstacles, notamment au niveau de l'SCA, pour pouvoir accéder aux données. Donc justement, la PSR a un des buts, c'est de mieux aborder les sujets, les problématiques qui ont été observées dans le contexte de la DSP2, pour donner encore un peu plus de guidage, pour permettre au TPP d'accéder aux données sans les obstacles qui ont été rencontrés. La PSR, à part de la réduction d'obstacles et notamment aussi des différents aspects de réduction de fraude, essaye également d'introduire le tableau de bord des permissions. Donc, ou des consentements. Des permissions ou des consentements? C'est une très bonne question. Donc le tableau de bord, il permet justement à un utilisateur de voir à qui a-t-il donné ces différents consentements. Et donc, auprès de sa banque, il pourra revoquer un consentement qu'il a donné dans le passé. Alors ça va toucher vraiment dans le dur. À notre avis, on va vraiment voir beaucoup de travail sur ce sujet de PSR, puisque ça va toucher dans le dur le core banking qui va permettre d'ouvrir ou pas à tel consommateur d'API la circulation des données. Et surtout, derrière, il y a quelque chose que tu n'as pas dit, c'est qu'il y a une sorte d'instantanéité de la révocation de cette permission ou de ce consentement. Et ça, aujourd'hui, clairement, nos amis banquiers ne sont pas encore prêts pour ce genre de manipulations qui sont vraiment très nouvelles dans un système d'information. Vous avez déjà travaillé sur ces sujets au niveau de LuxHub ? Oui, donc effectivement, c'est un sujet actuellement d'actualité, qu'on suit de très près. Les draft regulations ont été présentés l'année passée. Ils traversent actuellement les différents comités au niveau de la Commission européenne, et on attend encore les RTS, donc les Regulatory Technical Standards, qui définiront tous les aspects plus spécifiques pour l'implémentation. Mais là, à nouveau, un des avantages de collaborer avec un hub, c'est qu'une banque puisse se fier au hub pour que le hub puisse faire tous ces suivis et avertir la banque pour les guider. Qu'est-ce qui doit être implémenté, vers où, pour décharger la banque. Décharger la banque, pas seulement dans le contexte du suivi réglementaire de la DSP2 ou des PSR, mais on y voit également DORA. Donc DORA, c'est une autre réglementation qui se met en place sur la gestion du supply chain. Donc une approche, c'est de faire, on peut faire tout ça nous-mêmes, on développe tout en interne. Donc si vous développez en interne, vous devez gérer, DORA c'est le Digital Operational Resilience Act,
vous devez gérer tous les composants et la supply chain de tous vos composants. Par contre, si vous travaillez avec un hub, vous n'avez qu'un hub, c'est une sous-traitance, et vous devez vous assurer à ce que le hub occupe de tous ces éléments-là. Donc ça, ce qui est important, effectivement, c'est avec un hub, tu n'as plus qu'un seul interlocuteur qui s'occupe de gérer tous les contrats avec les sous-traitants qui vont pouvoir potentiellement consommer ces services. Un hub, une belle marketplace, et là, on est à peu près tranquille pour traiter l'avenir avec Dora, FIDA, PSR. Reste NIS 2 avec, en Europe, certainement un certain nombre d'obligations, notamment sur la souveraineté des services. Donc c'est Olivier qui en a parlé dans la conférence d'introduction. Cette souveraineté des services, on en a vraiment pris conscience suite à la pandémie, suite à l'invasion de l'Ukraine. Elle est de plus en plus prégnante, notamment chez les banques qui sont des... Alors on appelait ça les OIV avant, les opérateurs d'importance vitale. On ne peut pas imaginer que du jour au lendemain, un hyperscaler coupe comme ça les services bancaires. Donc NIS 2 va pousser forcément tous les opérateurs, et pas que les banques, à avoir plus de souveraineté sur leur infrastructure. Ça veut dire peut-être aussi revoir un certain nombre de contrats et des éditeurs qui offrent pas que des versions cloud, mais aussi des versions qui sont sur des clouds souverains ou on-prem. Donc on voit de plus en plus ce genre de tendance sur nos clients dans leur implémentation d'API. Je ne sais pas si tu le vois aussi de ton côté au Luxembourg, je pense. Oui, exactement. En fait, l'avoir on-prem, les banques, elles veulent bien avoir leurs API, leurs données dans le béton qui est très proche de chez eux. Donc là, l'avantage de travailler avec Axway, qui est notre fournisseur de la solution Gateway, c'est justement qu'ils ont toujours une stratégie qui reste on-prem. On peut utiliser en tant qu'hub, on peut fournir les solutions basées un gateway qui est local au Luxembourg. D'une part, la solution Axway également nous a permis au début on avait des délais très courts lors de la mise en place. J'ai dit que Luxhub a été fondé en 2018 avec une mise en prod en 2019. La complétude de la solution Axway nous a permis d'aller très très rapidement en production, notamment avec le API Gateway, avec l'API Manager, le portail développeur qui était à l'époque et toutes les statistiques d'utilisation de l'API qui sont inclus dans la solution. Alors juste pour préciser, Axway, on n'est pas que on-prem, on est un éditeur indépendant et on veut que nos clients restent indépendants et donc on offre à nos clients la capacité de faire le déploiement qu'ils le désirent, que ce soit du cloud souverain, d'on-prem, en fonction de leur propre analyse de risque parce que nos clients ont des risques différents. Il nous reste 2 minutes. Je pense que ça va être très short parce que je vois que ça s'excite dans les coulisses. On peut peut-être prendre 1 ou 2 questions rapidement si vous le voulez. On se laisse ces 2 minutes entre le changement de salle et les questions. Ok. J'ai un commentaire. C'est en anglais, malheureusement. D'accord. The big banks in France seem to put their money on the European Payment Initiative, and they will launch a wallet this summer. And that will, of course, affect open banking because it's a direct competitor to open banking interfaces. Then there's another project. The European Union has decided that everybody should have a digital wallet. And there's a group working to make it capable of doing payment authorizations like Apple Pay. Unfortunately, there is nobody from France represented in this group at the moment. If anybody is interested in this topic, you can talk to me after this meeting. C'est noté. Merci. C'était pas vraiment une question, c'était plutôt un appel à venir parler effectivement de ces digital wallets. Est-ce que vous avez d'autres questions? Profitez peut-être que Raoul soit là pour... parce qu'il ne nous reste plus que 50 secondes. Écoutez, si pas de questions, on va être obligé de lever la séance. Je vous remercie de votre attention. J'espère vous retrouver l'année prochaine. Et n'hésitez pas surtout à vous connecter avec le QR code. Donc on va le laisser afficher. C'est très important parce que on va vous appeler à remplir un baromètre qui va vous permettre de voir comment se situent vos concurrents sur la maturité de la marketplace. On a cité 2-3 fois le mot marketplace. C'est vraiment important de cette manière de distribuer les API avec toutes les sécurités qui vont bien derrière, dont on a parlé. Connectez-vous,
c'est important, remplissez ce baromètre, ça prend que quelques minutes. Et en plus de ça, vous pourrez peut-être gagner une petite console vidéo, parce que je crois que c'est tous les 10 ou 50, 30. Ah, je sais pas bon. Donc toutes les 30 réponses, on gagne une console vidéo. Venez remplir ce baromètre et vous aurez la restitution complète dans une prochaine session. Merci à vous tous. Beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci beaucoup Emmanuel, merci beaucoup Raoul.